Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin et la matinale que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mardi 1er avril 2025. C'est le tout premier numéro de ce mois d'avril que nous vous souhaitons fructueux. C'est déjà le 4e mois de l'année. Et savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la blague. J'ai aucune blague à vous raconter, malheureusement. Ça aurait pu vous faire rire, mais bon. C'est pas prévu, c'est pas apprêté. Prochainement, sait-on jamais. Alors, ce qui est sûr aujourd'hui, on parlera de santé, on parlera environnement avec l'allongement de l'espérance de vie dans les pays développés. Le sujet des personnes âgées est au cœur de nombreuses préoccupations. La dénutrition est l'un des maux qui frappe les seniors. Ce déficit chronique de protéines, on va le dire ainsi, de protéines et d'éléments énergétiques peut conduire à une perte musculaire et à une baisse des défenses immunitaires. C'est même déjà devenu dans certains pays un véritable problème de santé publique. Comment survient la dénutrition? Quels sont les signes qui peuvent alerter et comment accompagner les seniors? Yasmine Damata nous en parle dans sa chronique santé. En quelques dizaines d'années, la durée de vie des objets a raccourci, la mondialisation et la grande distribution ont multiplié le flux de matières, textiles, évidemment, papier. Nos quantités de déchets ont explosé de partout. La solution, le recyclage, c'est un grand oui pour les activistes écologiques. Plusieurs initiatives à petite échelle, on va le dire ainsi, existent, mais ça manque la plupart du temps d'accompagnement. Vous verrez, par exemple, comment certaines personnes arrivent à recycler les déchets textiles ici, chez nous. Ce sont des initiatives inspirantes qu'on partage avec vous dans le forum de discussion. Et puis, la terre crue est utilisée dans les constructions depuis des millénaires dans le monde entier. Aujourd'hui encore, un tiers de la population mondiale vit dans une maison en banco. Et à l'heure où la planète rappelle l'urgence de vivre en harmonie avec elle, on redécouvre un matériau millénaire écologique et résilient qui peut être aussi chic et glamour dans la construction. C'est ce que nous allons voir avec William Apollinaire Tchoki dans sa chronique environnement. Génial Afouda, bonjour. Bonjour Arman. Comment allez-vous? Très bien, vous aussi j'espère. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Comme je l'ai dit hier, un véritable plaisir et de retrouver nos téléspectateurs également. Peut-être une blague à partager avec nous? Je suis comme vous, je n'en ai pas. Mais par contre, j'ai souri quand vous aviez dit que vous n'en aviez pas, c'était déjà une bonne blague parce que c'est important d'en avoir des blagues. Ça fait du bien de rire et tout. Bien sûr. Il vaut mieux traiter du rire que des larmes parce que le rire est le propre de l'homme, a dit l'autre. 5 sur 7 matin, tout de suite et maintenant. Le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le bulletin d'information. Bienvenue à toutes et à tous dans ce bulletin. On y va avec cet élément pour démarrer. Elle est présente depuis 42 ans dans le quotidien de milliers, voire millions de personnes. Au champ, au bureau, sur les routes, en voiture, à table, en famille, voire dans les moments de solitude. 42 années de cheminement de Radio Parakou avec ses auditeurs et à l'occasion, ils témoignent des moments singuliers passés ensemble. Pour le passage de flambeau, les anciens de la radio conseillent leurs successeurs au micro pour son avenir avec ses auditeurs. On les écoute. Une radio qui a fait vraiment son temps, une radio qui a fait vibrer toute l'Afrique. On nous appelait même Africa numéro 2. Je vous encourage, vous qui êtes là, de tenir bon et vous aurez toujours notre soutien, nous les anciens. Je souhaite un bon anniversaire à tout le personnel de Radio Parakou. C'est en 85 que nous sommes arrivés. Dans les 26 ans à la radio régionale, pratiquement, j'ai été satisfait. Pour mes collègues, mes jeunes collègues actuellement là, chercher toujours à faire toujours mieux. Ne pas dire que ce que j'ai fait déjà, c'est déjà bon. Il faut chercher toujours à être encore meilleur. Radio Parakou, c'est pratiquement, on peut dire, tout le pays. On a travaillé sans problème, avec une ambiance très, très fraternelle. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous avez encore la chance, mais en l'autre temps, il n'avait pas tout ça là. Donc, ce que je vais vous demander, profitez de ça pour mieux nous servir. On va nous souhaiter joyeux anniversaire. Le premier directeur que je suis parti retrouver là-bas, c'était Jacques Damata. Après le départ de Jacques Damata, Azopota, lui, n'a pas fait long feu. Après 6 mois, il est reparti.
C'était le président Nicéphore Soglo qui était au pouvoir. Donc, ils ont envoyé Gossi. Chez lui, c'est le travail ou rien. Ou bien tu travailles, ou bien tu prends tes valises. Après Gossi, il y a Méthode Zounvert qui est arrivé. Nabaïdo. Après Méthode Zounvert, il y a Sourou Seni. Après Sourou Seni, il y a Victorin Agbono. Après Victorin Agbono, Félix Aïdégué. Après Félix Aïdégué, maintenant, moi, j'ai pris ma retraite sous le règne de Rukayatou Zato. Ceux qui sont là, je leur conseille de prendre leur travail au sérieux. Mois de la francophonie 2025 au Bénin, l'événement a été célébré au détour d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères. Une belle brochette de diplomates et d'acteurs autour du ministre Olusegun Bakari se penche sur le rôle de l'éducation au cœur du développement durable. Écho avec Renaud Akakpo, Arnaud Adadja et Patrick Nimambo. Comme à chaque célébration, la Journée internationale de la francophonie met en lumière l'héritage laissé à la postérité par les pères fondateurs sur les 5 continents. Plus de 300 millions de francophones commémorent cette journée et le Bénin n'est pas en reste. Autour du chef de la diplomatie béninoise, des invités triés sur le volet. La célébration de ce jour nous offre aussi l'occasion de faire le point sur la coopération fructueuse entre le Bénin et l'OIF. Cette coopération s'est traduite par de nombreuses actions concrètes. Appui aux couches vulnérables, appui à la culture, à l'éducation, au sport, à la décentralisation, au cinéma, à la gouvernance, aux droits humains, à la justice, au numérique, à l'environnement et à l'économie. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale de la francophonie est « Je m'éduque, donc j'agis ». Au-delà de la culture et de la promotion de la langue française, l'OIF a su s'ouvrir aux questions de développement et accorde une place de choix aux avancées technologiques. En plus de ces projets qui placent l'éducation au cœur de leurs actions et sont mis en œuvre en synergie avec les ministères sectoriels, l'OIF mène également d'autres initiatives visant à renforcer l'éducation et l'apprentissage. Dans son adresse à l'assistance, le ministre Olusegun Bakari a rappelé l'importance de cette journée qui symbolise la paix, la solidarité et la diversité culturelle. L'occasion était aussi tout à fait indiquée pour annoncer la tenue à Cotonou de la 6e édition de la mission économique et commerciale de la francophonie. Du 17 au 19 juin à Cotonou, nous avons grand plaisir et c'est avec énormément de fierté, mais aussi une attente et une forme d'excitation que nous accueillerons du 17 au 19 juin prochain à Cotonou, la 6e mission économique et commerciale de la francophonie. Et croyez-moi, je pense qu'ils ne seront pas déçus ici à Cotonou. Parce que, comme vous le savez, le Bénin change, le Bénin bouge et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays. Le 20 mars fait référence à la naissance, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT, devenue par la suite l'Organisation internationale de la francophonie. On parle macroéconomie dans ce bulletin, une branche orientée sur les données globales des activités économiques, notamment nos consommations, nos productions, nos emplois et revenus, les investissements, mais aussi le chômage et l'inflation. Ne vous en faites pas, on y voit un peu plus clair avec Ariane Silva et Alexis Kenom. Ils sont allés à la rencontre des passionnés de cette discipline. Dès le premier cours en sciences économiques, j'ai été séduit par l'enseignement, par la personne de l'enseignant, du macroéconomiste qui est venu m'enseigner. J'ai dit, tiens, je serai enseignant comme lui. Et c'est ainsi qu'est née l'histoire d'amour entre Aimé et la macroéconomie. Après sa licence et son master en économie, le jeune étudiant de l'époque a décroché son doctorat. J'ai choisi donc de faire le cycle de doctorat pour être enseignant à l'université. Mais en réalité, c'est quoi la macroéconomie ? Cette science que Gérard maîtrise bien. C'est d'ailleurs l'objet du cours du jour. C'est la branche de l'économie qui s'occupe de ce qu'on appelle les agrégats, comment
On mesure la production, toute la richesse qui est créée, le PIB. Et lorsqu'on veut voir son évolution, on peut parler, n'est-ce pas, donc de la croissance économique. Un autre phénomène d'ensemble, par exemple, le chômage. La macroéconomie s'occupe des grandeurs. Différent donc de la microéconomie qui se concentre sur l'observation et l'analyse des interactions à petite échelle. Est-ce que la forêt peut cacher l'arbre? Ou bien est-ce que l'arbre peut cacher une forêt alors que la forêt est un ensemble d'arbres? Donc la microéconomie symbolisant l'arbre et la macroéconomie, la forêt. Donc pour que j'ai la forêt, il faut que j'ai les arbres. Donc ce qui veut dire que la microéconomie procède d'une approche ascendante et la macroéconomie d'une approche descendante. Et les spécialistes au cœur de ces deux branches de l'économie sont nombreux. Quand vous allez dans les ministères centraux, ce sont des macroéconomistes qui dominent là. Pour faire de la prévision, pour faire de la planification, pour faire le cadrage macroéconomique. Vous allez au ministère de l'économie et des finances, il y a beaucoup de macroéconomistes qui sont tapis dans les différentes directions. Quand vous allez dans les institutions internationales, la Banque mondiale, du FMI et autres, c'est des macroéconomistes pour discuter des questions d'intégration régionale. Dans les années à venir, ils seront peut-être renforcés par de nouvelles générations de macroéconomistes. Sur les bancs, à l'université, on rêve déjà grand. J'aimerais faire de la statistique appliquée à l'agriculture. Je veux être biostatisticienne, c'est-à-dire me spécialiser dans l'étude de l'économie de la santé. Déjà de base, j'aime la médecine, j'aime les relations avec les personnes et je voulais être médecin, mais ça n'a pas pris. Donc, pour pouvoir concilier les deux, l'économie et la santé, j'ai choisi ce métier-là. Concilier l'économie et la santé pour être plus tard utile à la nation. L'Assemblée générale annuelle du Creuset international de décideurs des transports a dessiné à Cotonou les contours de nouvelles priorités politiques pour le continent africain. Le Bénin est honoré d'accueillir ces assises qui se déroulent à un moment crucial pour le secteur des transports en Afrique. C'est ainsi que le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, campe l'importance des assises de Cotonou. Renaud Akakbo et Simon Villon en font écho. Nous voici au terme des travaux de l'Assemblée générale annuelle du programme des politiques de transport en Afrique, SSATP. Je disais, nous voici au terme, mais nous ne sommes pas encore au terme des réflexions en vue d'une gouvernance renforcée pour des transports sûrs, durables, décarbonés en Afrique. C'est donc une fin de réunion qui peut s'assimiler à une relance et une consolidation de la dynamique en faveur de la modernisation et de la décarbonisation du secteur des transports sur notre continent. Le gouvernement et le peuple du Bénin, par ma voix, vous expriment nos sentiments de profonde gratitude pour votre participation active et engagée à cet événement d'envergure continentale. Les défis sont relativement importants et les solutions que nous avons esquissées ici prouve que l'Afrique, avec l'appui des institutions partenaires, a les ressources, l'expertise et la volonté pour transformer son secteur de transport en levier de croissance. Ainsi, nous avons mené des discussions productives sur des enjeux majeurs pour l'avenir des transports dans notre continent, en particulier l'amélioration de la connectivité régionale pour faciliter le commerce intra-africain, la modernisation des infrastructures pour une mobilité plus sûre et plus efficace, l'intégration des innovations technologiques, notamment le numérique et les énergies vertes, et surtout l'amélioration des politiques publiques pour un secteur de transport plus résilient et plus inclusif. Direction le centre culturel chinois de Cotonou où le riche parcours d'un Béninois ami de la Chine a été célébré. Dr Villon-Maurice Gunti, c'est de lui qu'il s'agit, est désigné ambassadeur de la promotion du chinois. Il a reçu son titre devant acteurs de coopération, collègues universitaires, étudiants, parents et amis. Françoise Insou et Arnaud Adadja étaient témoins de cet événement.
Cette cérémonie d'attribution du titre d'ambassadeur de la promotion sino-béninoise marque la reconnaissance de la Chine envers un homme, ce Béninois qui se bat au quotidien pour faire connaître la Chine et sa culture. L'attribution du titre d'ambassadeur de la promotion sino-béninoise du Chinois au Dr Maurice est une reconnaissance pleinement méritée, une consécration naturelle et une grande fête culturelle. Si aujourd'hui, ces nombreux Béninois qui remplissent cette salle adoptent la langue chinoise au point d'élargir leurs horizons, c'est grâce à des acteurs comme cet homme. Pour cette distinction qui me touche profondément, à travers ce titre, vous réaffirmez l'importance de la langue chinoise comme vecteur d'échange, de compréhension mutuelle et de dialogue culturel. En plus des qualités qui lui sont reconnues, l'homme a enseigné le chinois à l'Institut Confucius. Son parcours édicté de 1995 à 2025 est élogieux et riche en enseignements. Docteur Vignon Maurice Gouty, cette décoration honorifique est un mérite. Ce n'est pas une faveur. Je suis très heureuse d'être à cette cérémonie avec lui pour partager sa joie. Il est un professeur vraiment jovial, il sait comment donner son cours pour qu'on puisse comprendre. Il a tellement de mérites que les cités, on craint toujours d'en laisser de plus en plus important. C'est un homme compréhensif. Du point de vue linguistique, effectivement, il fait partie des meilleurs que nous ayons. Nous avons beaucoup de fierté à l'avoir avec nous. Ayant également fait l'école de l'art auprès du maître Ding, un humoriste chinois, l'homme qui est ici célébré est bien connu dans les journaux et magazines chinois. Retour sur le Ramadan dans la cité des Koboro, écho des prières traditionnelles de l'Aïd el-Filtre, élevées à la place Idi du quartier Zongo 2. Prière conduite par l'imam de la mosquée centrale, Ronald Robinson et Olviga Messon. 10h15, l'imam Mohamed Issa fait son apparition à la place Idi de Zongo et dirige depuis ce nouvel édifice l'instant de piété qui met un terme à un mois de jeûne. Dans son sermon, l'imam exhorte sa communauté à retenir les préceptes de l'islam et à garder la flamme de la piété et de la solidarité allumée même après le Ramadan. Frères et sœurs en islam, qu'est-ce qui nous empêche de vivre après le Ramadan en nous investissant par la préservation des acquis? Pourquoi chaque fois choisir le chemin de l'éternel au recommencement et espérer grandir en foi? Heureux ceux pour qui le Ramadan a été une école et dont aujourd'hui est le jour de fête. Les acquis, c'est qu'on a été tolérants, on a été solidaires, on s'est rapprochés les uns des autres, on a eu de bons comportements. Avec ça, il faut contrôler les 11 autres mois. Toutes les difficultés que nous traversons actuellement et que les uns les autres se plaignent, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain, c'est parce qu'il n'y a pas le pardon. C'est l'occasion où il faut prier aussi pour nous-mêmes, pour tous les musulmans, tout le monde entier, chrétiens, animistes et toutes religions confondues, parce que Dieu est amour. Au cours de cet instant de prière, une des fidèles septuagénaires a tiré sa révérence. Une bénédiction pour la disparue, selon de nombreux érudits islamiques. Ramadan toujours, mais cette fois-ci avec la communauté musulmane de Kandi. Beaucoup de fidèles aux côtés de l'imam de la mosquée centrale pour la célébration de l'office. Judicaël Aïna. 10h pile, son éminence Machoud Souaibou Sirou, le célébrant donne ainsi le top. Une prière constituée de 2 rakats ou génuflexions, conformément aux prescriptions. Une quinzaine de minutes consacrées à l'office, suivies de messages et appels, à la fois aux fidèles et aux populations en général. Mes remerciements à Allah. Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux, qui nous a permis de commencer le jeûne jusqu'à la fin. Mon message à l'endroit de la communauté musulmane et au-delà de la communauté musulmane
à tous nos concitoyens dans le département, c'est d'abord un message de paix, un message de cohésion sociale. Je remercie tous les musulmans et tous les chrétiens qui nous soutiennent. Remercier le gouvernement. La coproduction de sécurité, toujours d'actualité, interpelle chaque citoyen où qu'il se trouve dans le département pour plus de paix et de renforcement de la cohésion sociale. Puis Ramadan, toujours dans le département de la Donga, les places Idi ont aussi accueilli grand monde. À Djougou et Bassila, les fidèles ont rendu grâce à Dieu et ont imploré sa faveur sur le Bénin. Jean-Claude James. Une prière spéciale qui marque la fin de ce mois sacré du Ramadan. À la direction, l'imam de la mosquée centrale de Djougou. L'autorité délivre son message d'exhortation en présence des milliers de fidèles de Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, du maire et du conseil communal. Louange à Allah pour l'achèvement du mois. Que l'Aïd al-Fitr soit pour nous tous un moment de joie, de partage, de gratitude envers Allah pour tous ses bienfaits. Qu'Allah éclaire davantage nos dirigeants et les inspire à prendre des décisions saines qui renforcent l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix, la prospérité inclusive et le développement humain durable. À Bassila, dans le département de la Donga toujours, la communauté musulmane rallie aussi la place Idi. Sous la houlette de l'imam de la mosquée centrale de la ville, toutes les intentions sont adressées à Dieu. Donc notre prière est que ce mois perdure dans les bonnes pratiques, la tolérance, parce que c'est à travers la tolérance, le pardon et toutes les autres vertus que nous allons construire notre pays. Une pensée particulière à notre président de la République, président Patrice Talon et sa famille et tout son gouvernement. Bonne fête à toute la communauté musulmane béninoise et au peuple béninois tout entier. À la fin de cette prière de l'Aïd el-Fitr, la foule assiste avec beaucoup de joie à un spectacle des chevaux qui donnent le top, des réjouissances. Voilà, ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Herman, c'est à vous. Merci, génial. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci. Une géniale idée. Une géniale journée, pardon. Merci. Merci. Allez, 5 sur 7 matin, on retrouve juste après vous Marcel Arrossi avec lui. On lit les journaux. Marcel Arrossi, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Un tour d'horizon rapide de l'actualité vue par les canards et les sites d'information. Que nous démarrons aujourd'hui par le quotidien Palmarès. Voici donc les titres parus, des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction, en attendant bien sûr la revue de presse. Palmarès, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, faut-il revoir la copie ? Point d'interrogation. Examen du CEP, BEPC, BAC. Les épreuves débutent en juin. Le calendrier officiel des examens, concours et tests d'entrée dans les établissements pour l'année 2025 a été donc dévoilé. Le matinal, gestion de l'énergie au Bénin, des errements au pragmatisme, une gouvernance restaurée sous talon selon Janvier Yawedéou. L'économiste du Bénin, 3e édition du CE of the Day. Le réseau mobile MTN encourage l'ascension des femmes dans le monde des affaires. Entretien avec Claude Oona. La SFI travaille pour améliorer l'accès au crédit des PME. L'autre vision, nouvelle dynamique politique au Bénin, le libéral, la naissance d'un mouvement politique pour un Bénin nouveau porté par Richard Boni Worou. Le télégramme, dauphin du chef de l'État pour les présidentielles de 2026. Candide Azanaï interpelle Boni Yahi sur l'hypothèse d'un candidat commun avec Patrice Talon. Matin libre, désignation des duos pour la présidentielle, mouvance et opposition se fourvoient. À l'occasion du Ramadan, Moussa Saka renouvelle son engagement à l'UPR et ses dirigeants. L'emblème du jour, exclusion de la commande publique au Bénin, 2 responsables de la mairie de Porto Novo sanctionnés pour 5 ans.
fraternité, visite à la Gédise, aux logements sociaux de Wedo et au chic Nicéphore Soglo, des hommages à la vision de Patrice Talon. Réchauffement climatique, l'Afrique victime collatérale d'une pollution mondiale, c'est le dossier de la rédaction de Fraternité à découvrir dans sa parution du jour. Le pays émergent, acte 3 de la grande mobilisation en faveur du bloc républicain, le maire honoraire Patrice Oussouguédé invite la jeunesse de la 6e circonscription électorale à répondre à l'appel du leader politique Hippolyte Arondemain. L'hôtel Le Privilège de Calavi sera le théâtre d'une nouvelle démonstration selon le journal. La Nation, finances publiques, le Bénin se démarque par sa discipline budgétaire. C'est à la une du quotidien de service public. Développement des compétences pour l'emploi, un projet prometteur en attente d'accélération. Le pays campagne pour la présidentielle au Gabon en attendant le plébiscite de Nguema. La campagne pour la présidentielle du 12 avril prochain au Gabon s'est ouverte le 29 mars. Jeune Afrique, Burkina Faso, Ibrahim Traoré gracie une vingtaine de militaires condamnés pour le coup d'État manqué de 2015. Ces anciens putschistes doivent manifester un engagement patriotique dans la reconquête du territoire et exprimer leur volonté de participer activement à la lutte contre le terrorisme, déclarait le capitaine Ibrahim Traoré. France Info, les présidents français et algériens Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont acté la reprise des relations bilatérales entre Paris et Alger selon un communiqué commun. Et puis, les photos que vous voyez sont les photos des deux présidents, à savoir Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, lors d'un sommet du G7 à Saveltri, en Italie, le 14 juin 2024. Hier, il s'agissait d'un appel téléphonique pour acter la reprise des relations bilatérales. Le Monde en direct, condamnation de Marine Le Pen, le RN prépare sa réponse médiatique. Jordan Bardella prévient qu'il ira sur CNews dénoncer un scandale démocratique. Et en plus du président du parti d'extrême droite, plusieurs hauts dirigeants seront sur les plateaux des médias lundi matin, porteurs du même message, exiger un procès en appel suffisamment rapide en espérant que soit maintenue la candidature de Marine Le Pen. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci beaucoup à vous Marcel Arrossi, on vous retrouve en fin d'émission. En fin d'émission. C'est cela. Vous allez lire pour nous les journaux et vous en reviendrez avec la substance au passé. En attendant donc un bon moment en lecture, pour la lecture des journaux. Merci. Pourquoi pas. Offrez-nous un petit café, ça te fera du bien. Bien sûr. Allez Marcel, à tout à l'heure. 5h07 matin, une courte pause. Derrière, on va retrouver Yasmine Damata pour sa chronique santé. Avec elle, aujourd'hui, on parle de dénutrition chez les seniors, les personnes âgées. Juste après, William Apollinaire Tchoki pour sa chronique environnement. On parle des matériaux en terre crue. Et derrière le débat matinal, le forum de discussion sur le recyclage. À tout de suite. 5h07 matin, bienvenue dans Mardi Santé. Avec l'allongement de l'espérance de vie dans les pays développés, le sujet des personnes âgées est au cœur de nombreuses préoccupations. La dénutrition est l'un des maux qui frappe les seniors. Ce déficit chronique de protéines et d'éléments énergétiques peut conduire à une perte musculaire ou à une baisse des défenses immunitaires. C'est même déjà devenu dans certains pays un véritable problème de santé publique. Comment survient la dénutrition? Quels sont les signes qui peuvent ou doivent alerter? Et comment accompagner les seniors sur ce chemin? Yasmine Damata, bonjour. Bonjour Rodrigue Aymon Amégan, bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Mardi Santé. Et les infidèles téléspectateurs? Bienvenue également à eux. Non, on ne les oublie pas. Bienvenue donc aux infidèles, aux fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler avec vous de ces personnes du troisième âge, ces personnes âgées qui souffrent de dénutrition. Vous savez que la dénutrition, c'est quand on n'a pas forcément envie de manger et qu'on perd complètement l'appétit, on perd totalement du poids. D'accord. Donc, je ne sais pas si on fera peut-être la différence avec l'anorexie. En tout cas, notre spécialiste est déjà sur ce plateau. Elle va mieux expliquer à nos téléspectateurs, c'est que la dénutrition, les causes, comme vous l'avez dit, et la prise en charge, surtout, comment accompagner une personne âgée à
ne plus faire de la dénutrition, à bien s'alimenter, à bien se nourrir, à bien se porter, puisque la santé, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Absolument. Et comme je l'ai dit, la spécialiste, cette personne qui va nous entretenir sur la question, elle est bien là, c'est Olivia Arangan, elle est médecin généraliste. Bonjour à vous. Bonjour Yasmine, bonjour Monsieur Emon, bonjour chers téléspectateurs. Je sais qu'à l'entame, Emon avait parlé d'une blague qu'il a oubliée. Je ne sais pas si vous avez une blague pour nous dans le domaine de la santé. Pas vraiment. Visiblement, personne n'est inspiré ce matin pour nous dire des blagues. Bon, c'est au risque de faire un poisson d'avril aux téléspectateurs, en fait. Non, c'est la journée mondiale ou internationale de la blague et du poisson d'avril. Justement, mais au risque de faire une blague et qu'on le prenne pour un poisson d'avril, c'est toujours mieux de s'abstenir. Mais bon, dites-nous au moins une blague, on va rire. Même si elle n'est pas drôle, on va essayer de faire ça. Déjà, on rit, c'est déjà important. C'est déjà que ça fait déjà la bonne humeur. C'est déjà une blague. Pourquoi pas, pourquoi pas. Merci beaucoup, Emon. Alors, avec vous, Madame Arangan, on voudrait bien savoir la dénutrition, c'est quoi concrètement? Alors, la dénutrition, c'est un état de santé pathologique, c'est-à-dire anormal, qui va traduire une insuffisance ou un déficit d'apport de nutriments à l'organisme par rapport aux besoins de cet organisme pour fonctionner correctement. Et chez les personnes âgées, pourquoi c'est si récurrent? Alors, c'est si récurrent chez les personnes âgées parce qu'il y a les conditions liées au vieillissement qui va entraîner une baisse des besoins caloriques chez les personnes âgées. Et vous allez entendre souvent dire que les personnes âgées ont moins besoin de manger par rapport aux jeunes ou aux adultes, ce qui fait qu'on va diminuer leur apport calorique en oubliant en fait d'augmenter la qualité des nutriments qu'on leur apporte. Certes, ils auront besoin moins de calories, moins d'énergie, mais ils auront de plus en plus besoin de nutriments de qualité. Mais tout à l'heure, Emon parlait de protéines. Est-ce qu'on peut leur donner beaucoup plus de protéines? Exactement. J'allais en venir là parce que les personnes âgées ont de plus en plus besoin de protéines. Plus on avance avec l'âge, plus on a besoin de protéines parce que ce qui va se passer, c'est que les protéines ne seront pas normalement absorbées au sein du tube digestif et on parle de séquestration splanchnique qui fait qu'on doit augmenter les apports de protéines chez ces personnes âgées. Chez une personne adulte normale, on a besoin par exemple de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids, mais chez les personnes âgées, par exemple, ces besoins augmentent jusqu'à 1 à 1,2 de Quand vous dites 0,83 grammes? Non, 0,8. 0,8, c'est fois le poids? Oui, fois le poids. C'est la quantité de protéines dont une personne adulte a besoin? Normale a besoin. D'accord, mais chez les personnes âgées, il en faut plus? Oui, allant jusqu'à 1,5 parfois. Wow. Mais alors, quels sont les signes pour reconnaître qu'une personne âgée fait une dénutrition? Alors, les signes de la dénutrition chez les personnes âgées, ce sont les mêmes signes chez les personnes adultes ou les enfants. On va noter généralement une perte de poids visible, des vêtements qui lâchent. Mais ce qu'on va surtout noter, c'est une fatigue excessive, une faiblesse musculaire qui va entraîner des chutes fréquentes chez ces personnes âgées. Et cela entraîne parfois l'isolement social parce que plus la personne âgée fait des chutes, plus elle va s'isoler, s'aliter, devenir gravataire. Donc voilà, c'est les signes d'alarme. Est-ce que le fait de laisser ces personnes adultes manger seules, les personnes âgées manger seules, les laisser seules à la maison, partager, ne pas avoir une vie sociale, peut conduire à une dénutrition? Exactement. L'isolement social fait partie des causes psychologiques de la dénutrition chez les personnes âgées. Parce que vous conviendrez avec moi que moins il y a de convivialité autour des repas, moins on a l'appétit, moins on a de l'entrée à manger. Et chez les personnes âgées, justement, on a une altération des sens qui fait que ces personnes ne pourront pas, par exemple, ressentir l'odeur d'un bon plat et le désirer. Ils ne pourront pas, par exemple, reconnaître le goût de leur repas préféré à ce point, à cause de l'altération sensorielle liée à la vieillesse. Donc, plus il y a de convivialité, plus il y a un cadre familial convivial, cela permet aux personnes âgées de pouvoir davantage se nourrir, de pouvoir partager de bons moments de repas en famille et voilà, éviter la dénutrition. Mais c'est quoi la différence entre la malnutrition et la dénutrition? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que c'est souvent une confusion qui se fait de plus en plus. La dénutrition est une forme de malnutrition. On va dire que la malnutrition est beaucoup plus englobante que la dénutrition. Quand on parle de malnutrition, on parle des problèmes liés à la nutrition, que ce soit par excès, dans le cas du surpoids et de l'obésité, ou que ce soit par déficit. Et c'est par déficit, lorsqu'il s'agit des déficits, maintenant qu'on parlera de dénutrition. Donc, malnutrition, obésité, surpoids, dénutrition. Dénutrition, c'est une forme de malnutrition liée au déficit en nutriments. Mais généralement, ceux qui sont en surpoids,
décident de faire de la dénutrition pour retrouver leur équilibre alimentaire. Est-ce que c'est recommandé? Alors, je ne dirais pas qu'ils décident de faire de la dénutrition, soit s'ils le font, c'est sûrement pas ignorance, parce qu'il peut arriver qu'une personne effectivement en surpoids soit tout autant dénutrie. En ce sens que si par exemple je suis en surpoids et que je décide de perdre du poids et que je ne le fais pas de la bonne manière, en me privant par exemple, je vais avoir une fonte musculaire et là je serai dénutrie tout en étant en surpoids. Donc, je pense que c'est la réduction de l'apport calorique de la mauvaise manière qui emmène les personnes en surpoids à une dénutrition, par ignorance. Dans nos recherches, on a entendu lire, j'ai lu dans les documents qu'on parle souvent de la spirale de la dénutrition. Expliquez-nous un peu c'est quoi. Alors, la spirale de la dénutrition est une très belle schématisation des complications liées à la dénutrition. C'est une illustration qui a été développée par Dr Monique Feli en 1992 pour illustrer toutes les complications qui peuvent découler de la dénutrition chez les personnes âgées, mais pour illustrer surtout le cercle vicieux qu'entretiennent ces complications avec les causes même de la dénutrition. Donc, lorsque vous observez la spirale de la dénutrition, vous verrez que chez une personne âgée qui est dénutrie, on aura une réduction des défense immunitaire, donc une immunodépression qui va exposer ces personnes à des infections, notamment les infections respiratoires et urinaires qui sont les plus fréquentes chez les personnes âgées. On aura des conséquences psychiques qui vont entraîner l'isolement social et qui vont faire que ces personnes deviendront de plus en plus grabataires et seront de plus en plus alitées. Et l'alitement prolongé chez ces personnes âgées vont entraîner des plaies chroniques qu'on appelle des escarres qui, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge très tôt, vont entraîner le décès de ces personnes âgées. Donc voilà, c'est une illustration des complications et des liens très intrinsèques qui existent entre ces complications et les causes de la dénutrition. Parlant de complications, quelles sont les complications de la dénutrition chez les personnes âgées? Alors, il y a plusieurs types de complications, mais les complications les plus redoutables, je dirais, sont d'abord la fonte musculaire. On parle de sarcopénie en médecine. Et cette fonte musculaire va s'accompagner de la perte osseuse. Donc, les personnes âgées ne pourront plus être en mesure d'être équilibrées, d'être debout. Donc, ils vont faire des chutes fréquentes. Ces chutes fréquentes vont entraîner des fractures fréquentes. Et vu qu'ils ne peuvent plus se lever, se mouvoir sans tomber, ils vont s'isoler, s'aliter. Et cet alitement va entraîner des escarres qui, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge correctement, vont entraîner leur décès. Alors, moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez déjà connu des cas de personnes dénutries, de personnes âgées dénutries, qui ont été référées vers vous? Alors non, pas référées personnellement vers moi. Mais avec des collègues à vous? Oui, non, pas avec des collègues à moi, mais durant mon cursus académique, j'ai déjà eu à assister à des cas de prise en charge de dénutrition chez des personnes âgées. Et même dans le cadre familial, avec les grands-parents, c'est souvent des situations fréquentes. Habituellement, on sait que les seniors, les personnes âgées, malheureusement, sont obligés d'être la plupart du temps maternés presque pour pouvoir être... se sentir intégrés. Pour avoir plus d'amour, c'est leur donner plus d'amour parce qu'on dit qu'on est âgé, on devient des enfants. Exactement. De toute façon, oui, quand ils deviennent ou elles deviennent enfants, ces personnes âgées, on prend soin d'elles plus que tout le monde dans la maison. Ce sont elles qui ont la bonne bouffe, ce sont elles qui ont du lait. De pas sérieux. Bien sûr. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce que le bébé. Bien sûr. Mais à quel moment alors elles sont dénutries? J'ai bien envie de savoir. La bonne blague. Ça vient temps. Alors voilà, il dit qu'on donne beaucoup plus des nourritures plus riches aux personnes âgées qu'aux enfants ou aux adultes. C'est ce qu'il faut ou c'est ce qu'il ne faut pas? C'est ce qu'il faut. Comme je l'ai dit tantôt, certes, en vieillissant, on a une réduction des besoins métaboliques, des besoins caloriques, je veux dire, mais on a un besoin de nutriments qualitatifs de plus en plus grandissant. Donc, certes, on peut donner à manger aux personnes âgées, leur donner beaucoup de calories, mais ne pas forcément leur donner les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour pouvoir éviter une dénutrition. Donc, c'est vraiment faire la distinction entre la quantité et la qualité des repas qu'on leur propose. Donc, toujours voir l'assiette avant de leur donner. Exactement. Et être conscient des besoins nutritionnels de ces personnes âgées. Parce que les besoins nutritionnels, comme je l'ai dit tantôt, par exemple, une personne âgée aura besoin de plus de protéines,
qu'une personne adulte normale. Lui donner un gros poisson. Oui, c'est pas ça. On peut lui donner un gros poisson sans atteindre forcément le résultat. Voilà, la quantité de protéines dont elle a besoin pour son poids. Bon, allez, on va être dans la pratique. Pour ne pas trop rester abstrait, pour que les personnes puissent comprendre ce qu'on est en train de dire. 1,5 de protéines. 1,5 de protéines, ça correspond pour la quantité. Oui, ça correspond à peu près à quoi pour une personne de 70-80 kilos? Alors ça, c'est vous m'emmenez à faire un calcul. Oui, non, vous m'emmenez à faire une équivalence entre les portions alimentaires de protéines et le poids de ces aliments. Donc, comme je l'ai dit, les besoins protéiques chez les personnes âgées dépendent de leur poids. Donc, si je dis 1,5 g ou 1,2 g de protéines par kilogramme de poids, si je vous dis, OK, 100 g de protéines, c'est une portion, enfin, votre palme de la main, sans les doigts, les phalanges, ça vous fait 100 g de protéines, c'est-à-dire une portion de protéines. Donc, lorsque vous avez la quantité exacte de protéines qu'il faut pour cette personne âgée, chez qui vous voulez éviter la dénutrition, il suffira de faire correspondre les 100 g. Combien de 100 g aurez-vous dans cette portion exacte? Et voilà, vous saurez exactement combien de... Est-ce que le plus simple n'est pas peut-être de mettre des nutritionnistes à contribution? Exactement. Et dans la prévention ou la prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées, il est important d'impliquer les nutritionnistes et de faire des consultations diététiques et nutritionnelles chez ces personnes âgées. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un test pour détecter déjà la dénutrition le plus tôt chez les personnes âgées? Bien sûr. Il y a des tests cliniques qui permettent de détecter la dénutrition, tant chez les personnes âgées que chez les adultes normales. On parle de dénutrition généralement lorsqu'on a une perte de poids de 5% du poids habituel de la personne âgée en un mois ou de 10% en 6 mois. Là, quand c'est la personne âgée? Oui, lorsque c'est la personne âgée ou n'importe quelle personne, c'est les mêmes, les mêmes critères. Voilà. On a aussi des paramètres tels que l'indice de masse corporelle qui se calcule en contexte clinique avec le poids, la taille de la personne âgée. On a des valeurs anthropométriques telles que le périmètre brachial, le périmètre abdominal, tout ça qui permettent en fait de déterminer l'état nutritionnel d'une personne âgée. Mais est-ce que c'est vrai qu'on a dit la dénutrition, le signe le plus palpable, le signe le plus visible, c'est la perte du poids. Mais est-ce qu'une personne qui fait une dénutrition peut prendre du poids? Bien sûr. On l'a dit tantôt, j'ai dit une personne en surpoids peut en même temps faire de la dénutrition. Parce que comment l'expliquer alors? Oui, je l'ai expliqué tantôt, je l'ai dit. Lorsque vous n'apportez pas les nutriments qu'il faut au moment où il faut, là, vous êtes en train de créer un déficit nutritionnel. Et lorsqu'il y a un déficit nutritionnel par rapport aux besoins de l'organisme, on parle déjà de dénutrition, indépendamment de votre silhouette ou de votre aspect morphologique. Parlons de silhouette, justement. Quelle est la différence qu'on peut faire entre la dénutrition et l'anorexie? OK. Alors, il faut savoir que la dénutrition est une conséquence physique de l'anorexie qui est beaucoup plus une condition mentale. Lorsque je suis anorexique, par exemple, lorsqu'une personne est anorexique, par exemple, cette personne aura une représentation psychologique déplacée de la réalité, de sa morphologie, de sa condition physique. La personne peut être très mince, mais pourtant se trouver très grosse et se priver de repas. C'est plus une condition psychologique qui va entraîner dans son évolution la dénutrition, par exemple, sur le plan physique. À la limite, ils ont l'antipathie pour le repas, pour la nourriture. Oui, ou ce sont des personnes qui vont manger normalement, mais qui vont tout faire pour gerber, pour ressortir les aliments juste parce qu'ils veulent perdre du poids. Et dans ce cas, la prise en charge, c'est une prise en charge clinique ou c'est une prise en charge psychique ou psychiatrique? Alors, c'est une prise en charge pluridisciplinaire parce que, comme je l'ai dit, dans l'évolution de l'anorexie, on aura des conséquences physiques visibles telles que la dénutrition. Et là, il faudra une prise en charge clinique par des médecins internistes, des nutritionnistes et tout ça. Mais en même temps, il faudra une prise en charge psychologique ou psychiatrique pour que la personne anorexique puisse avoir une meilleure représentation de son schéma corporel. Dans les causes, les cas critiques de la dénutrition, est-ce qu'on peut citer l'hypertension artérielle, l'AVC? C'est possible? Vous pouvez répondre à la question? Pour voir, dans les cas de complications, est-ce qu'on peut avoir également une hypertension artérielle? Pas directement, non. Est-ce qu'on peut avoir également les AVC? Pas directement, non. Donc déjà, ces personnes qui sont âgées et qui sont dénutries
sont exempts de ces deux maladies. Non, je ne dirais pas qu'ils sont exempts de ces deux maladies, mais comme je l'ai dit, la dénutrition entraîne souvent un cercle vicieux entre les causes et les complications qui fait que plusieurs pathologies peuvent s'entremêler. Mais je ne dirais pas que dénutrition d'emblée va entraîner l'AVC parce que c'est toute une autre physiopathologie. Pour aborder la prise en charge, il paraît que boire beaucoup d'eau serait une solution à la dénutrition. Oui, boire beaucoup d'eau serait une solution à la dénutrition, mais ça dépend. Ça dépend vraiment parce que, comme je l'ai dit tantôt, les personnes âgées ont besoin d'être motivées à manger. Il faut mettre en place un cadre familial qui puisse les motiver. Et c'est dans ce sens qu'on recommande souvent de leur rappeler de boire beaucoup d'eau, de bien manger. On dit que l'eau est le premier médicament, le médicament par excellence, mais l'eau ne peut pas couvrir à lui tout seul les besoins nutritionnels de l'organisme. Quoique l'organisme est constitué à 60% d'eau. Alors, quelques conseils à nos téléspectateurs pour accompagner ces personnes qui souffrent de dénutrition. Alors, le premier conseil, c'est déjà leur demander d'être très alertes et très attentifs à la condition physique des personnes âgées qui les entourent. Mettre en place un cadre familial qui encourage ces personnes à pouvoir manger régulièrement, adapter la texture des aliments à la condition de ces personnes, parce qu'il y a des personnes âgées, par exemple, qui ont des problèmes dentaires, qui perdent des dents, et lorsque l'aliment qu'on leur propose n'est pas adapté à leurs conditions, par exemple, vous allez remarquer, ils ne vont pas forcément dire non, je n'arrive pas à manger, mais ils vont commencer par s'alimenter de moins en moins. Donc vraiment, adapter la texture, la fréquence et la composition des repas qu'on leur propose à leurs conditions, rehausser le goût et l'odorat de ces aliments, parce que comme on l'a dit tantôt, le vieillissement va entraîner une altération des sens, notamment l'odorat et le goût, qui fera que ces personnes âgées ne vont pas forcément être enthousiastes à l'idée de manger. Et c'est surtout être alerte aussi de dénutrition, comme on l'a dit. Une fatigue excessive, des chutes fréquentes, une fonte de poids, une perte de poids, et alerter au plus tôt les professionnels de santé pour une prise en charge précoce. Merci beaucoup, docteur Olivia Arangon. Je précise que vous êtes médecin généraliste. Moi, je vais ajouter à ces conseils, donnez-leur beaucoup plus d'amour et vous verrez, ils vont mieux se porter, ils auront de l'amour à manger. Donnez-leur du yaourt, s'il le faut. Ce conseil vaut tous les autres. Donnez-leur beaucoup d'amour. Parce que la plupart du temps, on ne le donne pas assez. On dirait que monsieur il a un problème avec les personnes âgées. Non, du tout, aucun problème. C'est un monsieur qui donne naturellement de l'amour, mais je ne sais pas pourquoi il trouve que c'est bien problème avec les personnes âgées. Encore que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Justement. Oui, j'ai grandi avec ma grand-mère, elle m'a inculqué les valeurs. Elle n'était pas fortement instruite, mais elle a su quand même nous inculquer le savoir par des méthodes propres à elle. Et je suis sûre que vous donnez la plus grosse part de protéines, c'est à vous qu'elle donnait ça. Forcément, c'est son préféré. Alors maintenant, c'est à votre tour de lui donner. Je peux même pas nier, parce que si je nie, il y a mon physique qui me trahit. Voilà qui est bien dit, donnez-leur beaucoup d'amour, offrez-leur de la présence, parce qu'elles en ont besoin, ces personnes âgées, ces seniors, accompagnez-leur dans leur fin de vie, parce que de toute façon, c'est un cercle, nous aussi on va vieillir. On vient là. Aujourd'hui, on est jeune, on est fort, mais dans quelques années, quand on attrapera la canne... On aura aussi... on va perdre l'envie de manger et c'est peut-être votre petit-fils qui va vous donner à manger. Donc, imaginez Yasmine, on fait Mémé Yasmine, s'il te plaît, mais vas-y, Mémé Yasmine. J'imagine pas. Allez, 5 sur 7 matin, il y a Pépé William qui nous attend pour sa chronique. William Apollinaire Tchouki, on va le retrouver. On va s'écarter de tout ce qui est dénutrition. On va plutôt parler de construction. Il y a des sillons en commun, mais ce n'est pas les mêmes choses, puisque là, on parle d'environnement, on parle d'écologie. On va retrouver William Apollinaire Tchouki dans Mardi Environnement. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans Mardi Environnement. La terre crue est utilisée pour les constructions depuis des millénaires dans le monde entier. Aujourd'hui encore, un tiers de la population mondiale vit dans une maison en banco. Et à l'heure où la planète rappelle l'urgence de vivre en harmonie avec elle, eh bien, on redécouvre un matériau millénaire écologique et surtout résilient qui peut être tout aussi chic et glamour pour la construction. Est-ce que nous allons voir avec William Apollinaire Tchouki? Bonjour William. Bonjour Emmanuel Gamenga. Comment allez-vous? Je vais super cool. Pas loin d'être appelé Pépé parce qu'il y a du grisonnant. Voilà, on a parlé de dénutrition tout à l'heure. J'espère que vous nourrissez très bien.
Je me nourris très bien. En tout cas, vous avez eu suffisamment de force pour vous rendre à Zogodomain, c'est bien ça, hein? Exactement. À Zogodomain pour aller nous dénicher cette construction en terre battue, en terre crue que nous allons voir à travers ce brillant reportage que vous nous avez proposé. Derrière, on reviendra pour en discuter. Elle est une particularité dans cet environnement tout béton. Unique en son genre, cette construction hyper moderne est faite à 90% de matériaux locaux, des briques en argile. Pour mieux comprendre les atouts d'une telle architecture moderne africaine, nous nous rendons à plus de 115 km de Cotonou. Nous voici à Zogodomain. C'est ici que le sieur Kidjo a trouvé sa matière première et établi son unité de production. Une fois que ça a quitté le lamiroir, ça arrive au pré-malaxage. Il y a un trémie là qui broie l'argile qui va descendre dans le vide. Okay. Avec son entreprise nommée Brique Nature, il utilise précisément la terre de cette région riche en argile pour produire des briques en terre crue compressée, une technologie simple et écologique. Actuellement, quand il fait chaud là, je me couche, je mets 15 minutes la clim. J'éteins. Jusqu'au matin, c'est frais. Parce que ça arrive à emmagasiner cette fraîcheur à l'intérieur. Vous avez des murs de 30 avec un vide d'air entre. Ça emmagasine tout. On dit que vivre dans une maison en terre cuite, c'est vivre dans un environnement sain. Une fois sorties des moules, ces briques sont cuites dans ce géant four alimenté par ces coques, des noix de palme. Maintenant, on va voir la coque un peu, voir cette matière première qui vous sert à cuire les briques. Ouais. C'est ça. C'est ça ici. On a 600 kcal par kilo de ça. Mais est-ce que aussi cette matière première aussi existe vraiment pour vous permettre de... Nous sommes parmi les plus grands producteurs d'huile de palme. J'en ai quand je veux, je téléphone, on m'amène. Les Ivoiriens veulent me vendre aussi de la coque. Les Togolais veulent me vendre de la coque. Donc on va en trouver. C'est-à-dire que la matière première pour brûler les briques, ça existe. Ça existe. Alors, ce qui est encore intéressant... Franck Victor Kidjo est un ingénieur en système informatique. Il a vécu près d'une vingtaine d'années dans plusieurs pays européens. Là-bas, notamment en Belgique, la plupart des constructions sont faites en matériaux locaux. Et je me suis rendu compte que tout est construit en terre cuite. C'est incroyable. Partout, c'est en terre cuite. C'est-à-dire, vous voulez dire que toute la Belgique est construite en terre cuite, c'est ça? 98-99% en terre cuite. Une fois en vacances au pays, il aurait décidé de changer la donne après cette remarque de son épouse, architecte. Elle est venue pour la première fois au Bénin en 1995. Et puis elle dit, mais c'est laid, le gris là, les gens ne payent pas, c'est pas fini, les bâtiments sont tellement laids, c'est moche. Pourquoi on ne construit pas en terre cuite ici? J'ai dit, voilà. Ok, je vais travailler quelques années, avoir un peu de réserve, et puis je vais rentrer pour faire la brique en terre cuite. Et c'est là que ça a commencé l'aventure. En ce temps de changement climatique mondial, ce modèle de construction est un véritable avantage. L'usage des briques en terre cuite offre une ventilation naturelle, un confort thermique, une beauté inégalable. Il réduit et de façon drastique le coût de la construction, des bénéfices environnementaux et économiques. Malheureusement, des constructions comme celle de M. Kidjo, ce n'est pas forcément ce qui foisonne. On préfère du tout béton, n'est-ce pas, William Tchouki? C'est vrai, on préfère du parpaing un peu partout, du béton partout, ce qui n'est pas bon pour notre environnement. On a décrit, même on a dit, j'allais dire, que 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des bâtiments en construction. Comme pour dire que les matériaux que nous utilisons ne sont pas appropriés pour permettre à notre environnement de mieux respirer. Alors, il y a quelqu'un que j'ai invité ce matin qui s'y connaît correctement. Il est même expert en matériaux de durabilité, des matériaux locaux. Exactement. Et lui, même sa maison, elle est construite, je crois, toute la maison est faite de matériaux locaux de construction. C'est un R+2.
Oui, merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pardonne votre nom, c'est monsieur José Léoba Kwenou. Merci beaucoup. Vous êtes architecte. Monsieur Choki, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, j'ai voulu faire de mon domicile un chantier école. Un exemple. Un exemple pour moi-même et pour tout le monde, parce que je ne peux pas demander aux gens de faire quelque chose si je ne l'applique pas à moi-même. Donc, j'ai pu expérimenter tout ce que je dis et ça marche très bien. J'habite cette maison depuis 25 ans et je n'ai pas de problème. La maintenance est facile et je m'y sens très bien. Je suis toujours très heureux de rentrer chez moi à Porto Novo. Waouh! Alors, ce qui est étonnant, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, Herman, nos parents ont toujours construit en banco. Et même, c'est démontré même que quand on prend un pistolet, quand on tire dedans, que ça n'entre pas. Et pourtant, malgré toutes ces vertus, tous ces avantages, nous avons tout laissé, on a préféré le béton. Une des grandes œuvres architecturales les plus réputées dans le monde, en terre cuite, les pyramides de Gizeh en Égypte. En Égypte. On a vu, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le modèle, on va dire, architectural. Enfin, on ne sait pas comment ça a été construit. Ouais. Mathématiquement, ça relève toujours de l'énigme pour les scientifiques. Un mythe. Un mythe. Et pourtant, on a tout laissé, on préfère, c'est pas moi, tomber malade, construire dans des bâtiments qui ne nous permettent pas de vivre heureusement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer du fait qu'on a accepté de laisser ce qui est bien pour ce qui est mauvais, ou bien c'est parce que quand on veut construire des bâtiments tout béton, quand on voit quelqu'un descendre dans l'avant, des camions remplis de sable, du fer, du ciment, c'est comme pour dire, voilà, ce monsieur, il est riche. Merci pour la question. Je pense que le mal vient de très loin, parce que tout à l'heure, on a entendu dans le reportage M. Kidjo dire que toute la Belgique est construite en terre. Je confirme que la France aussi contient de très grands édifices en terre. Le palais de Versailles est un bâtiment en terre. Après, c'est dans les finitions qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de revêtements, mettre des dorures et tout ce qu'on veut. Mais la structure même du bâtiment, c'est de la terre. Et il y a de très grands bâtiments qui existent depuis des centaines d'années, qui sont en terre et qui se portent très bien. Durant la période coloniale, l'administration coloniale a construit en matériaux locaux. Les bâtiments existent toujours, on peut les visiter. Je donne pour exemple le lycée Béanzin ou le palais des gouverneurs à Porto Novo, ouais. Ou la préfecture de Cotonou. Donc, si l'administration coloniale a utilisé elle aussi ces matériaux, on peut se demander pourquoi depuis les indépendances, on a viré vers un système qui nous appauvrit. Depuis qu'on s'est dit indépendant, on fait des choses que même les colons n'ont pas osé faire. Donc le problème, c'est nous. C'est nous qui ne savons pas où nous allons. Mais qu'est-ce qui a pu changer cette donne chez nous alors? Nous avons inventé des absurdités. Nous avons inventé des absurdités. Au lieu de régler nos problèmes, nous avons inventé des choses qui vont nous créer des problèmes infinis. Et c'est ce système constructif qui est basé sur le carbone, et qui ne permet pas de faire une vraie protection de l'environnement et qui met en danger même la vie sur Terre. Bon, on ne va pas continuer à critiquer cela parce que ce qu'on a fait, c'est mauvais. Aujourd'hui, on voit nos constructions ici à Cotonou. Parfois, vous rentrez dans des chambres, vous transpirez en un point fini. Alors, comment faire aujourd'hui pour montrer aux populations qu'on peut retourner aux anciennes pratiques et vivre mieux? Et je pense que la solution viendrait d'une décision politique. Parce que sur le plan scientifique, on a des exemples. On a démontré tout ceci sur le plan scientifique. On a tout démontré, on a tout expliqué. Il y a des exemples dans le monde entier. Nos dirigeants voyagent, ils voient ce qui se passe dans les autres pays. Il faut maintenant qu'ils aient la volonté de faire quelque chose de durable pour leur propre pays. Et si la volonté politique s'exprime, les compétences sont disponibles pour des réalisations qui défieraient vraiment le monde entier. On vous dirait que si on changeait la donne, qu'on pêcherait contre l'économie, parce que le ciment, on ne vendra plus le ciment, le fer. Non, l'économie, cette brique de terre, la construction en matériaux locaux peut sauver l'économie béninoise.
Pour l'instant, on a enrichi quelques-uns. Mais si on généralise la production de matériaux locaux, et j'entends pas matériaux locaux, les pierres, la terre, sous toutes ses formes, cuites et non cuites, j'entends pas matériaux locaux, le bois, le bambou, la paille, qu'on a beaucoup utilisée récemment à Ouida, on peut changer l'économie de ce pays en fondant notre paradigme sur les matériaux locaux, parce qu'il faudra ouvrir des carrières dans les 77 communes du pays, ce qui mettrait toute la jeunesse au travail. Et on produirait ce dont on a besoin pour construire notre environnement. Ce qui change l'économie, parce que l'argent ne sera plus exporté, comme ça se fait aujourd'hui pour acheter du fer, et des alucobons et du verre et tout ce qu'on veut à l'étranger. Alors vous voulez dire que plus on retourne vers les matériaux locaux, l'économie devient plus prospère, parce qu'on n'envoie plus l'argent à l'extérieur, ça reste au pays, et puis on se porterait mieux. C'est vraiment automatique, c'est immédiat. La promotion des matériaux locaux, comme l'a dit Suzanne Georges dans son étude lors du sommet de Paris en 1989 sur les pays, la dette des pays sous-développés, la promotion des matériaux locaux permet de changer complètement l'économie des pays sous-développés, parce que l'économie devient circulaire et l'argent reste au pays. Et on crée de la richesse, on crée des usines pour fabriquer ces matériaux, pour transformer la terre sous toutes ses formes, pour la cuire et même pour la compresser, pour transformer les pierres comme éléments de structure, des pierres comme éléments de revêtement, comme on l'a vu récemment dans les réalisations du gouvernement, à l'hôtel Sofitel et quelques trottoirs qui ont été faits dans la ville, dans nos villes, si j'ose dire. Et les industries du bois, cesser d'exporter le bois et répondre au problème de la population en fourniture de portes, de fenêtres, de meubles et de tout ce qu'on veut, au lieu d'importer des meubles. Ça permet de mettre les jeunes au travail et de relancer l'économie. Le gouvernement a bien voulu relancer les écoles techniques, et c'est le moment de relancer le bâtiment pour que toutes ces écoles techniques puissent permettre à ces jeunes en formation de s'exprimer et de montrer que nous sommes capables de construire un grand pays. Oui. Alors, monsieur Fouenou, comment est-ce que techniquement on explique le fait qu'en termes, on va dire, d'intensité thermique, les bâtiments en terre crue, en terre cuite, on a une certaine fraîcheur qui réside. Et j'ai même, lors d'une visite, je pense même, je crois que c'était au centre Songhai, à Porto Novo, je pense bien comprendre qu'on cultive des champignons dans des bâtiments construits en terre cuite, parce que la température en termes était favorable lorsqu'on érige, on va dire, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas techniquement le terme qui est approprié, mais c'est incubateur presque pour les champignons. Comment est-ce qu'on explique ça de façon scientifique? Je vais vous expliquer ça de manière très simple. Vous avez déjà mis de l'eau dans une jarre en terre cuite? Oui. Et vous êtes revenu chercher l'eau 1 heure après? Chez nous, à la maison, c'était la jarre qui était... Vous avez entendu? C'était la jarre. Mais je dis le plus. Non, la jarre est encore là. En fait, mais elle ne contient plus de l'eau. Si elle contient toujours de l'eau, ça c'est dans la maison familiale. Lorsque vous y allez, la jarre est toujours là. Et je prends toujours tout autant de plaisir à aller m'abreuver à cette jarre-là, parce que l'eau a toujours une température incroyable, exceptionnelle, même en période de chaleur, comme on est en train de traverser ces temps-ci. Non seulement l'eau est fraîche, mais elle a une texture qui soigne. C'est la même chose pour les bâtiments. Un bâtiment en terre vous soigne. Un bâtiment en matériaux X ou Y inconnus peut vous rendre très malade. C'est pour ça qu'on voit la plupart des gens ne sont pas contents, ils ont mal dormi parce que la ventilation n'est pas bonne, les matériaux ont surchauffé leur corps toute la nuit et leur rendement est mauvais au travail parce qu'ils ont mal dormi. Donc la terre permet de faire ça quand on met de l'eau dans un... Vous avez déjà été dans un village en plein midi et rentré dans une case couverte de paille. Vous avez vu la fraîcheur. Voilà. La terre a cette propriété de rafraîchir l'intérieur quand il fait chaud dehors et de réchauffer l'intérieur quand il fait froid dehors. La terre inverse la température. Et sur le plan balistique, les murs en terre ne sont pas traversés par les balles. Nous avons en promotion au Bénin des briques d'un certain type qu'on appelle des briques de terre compressées et stabilisées, qui sont impénétrables par les balles. Elles ont été testées même par l'OTAN.
qui n'est pas une petite armée. Quand on parle du feu, quand vous mettez le feu à une maison en terre, rien ne se passe, la terre va cuire. Alors que quand vous mettez le feu à une maison en béton, le béton fond et la maison se transforme en cendres. On a vu des incendies comme le World Trade Center et le dernier, vous avez vu le dernier bâtiment qui s'est écroulé lors du tremblement de terre à Bangkok, un immeuble de 30 étages. Ça même, c'est loin. C'est même loin. Chez nous, à Kwakwa, ici, je ne sais plus c'est quel quartier d'Akwakwa, où un bâtiment a été totalement calciné parce qu'il y avait des produits inflammables. De gaz. Donc à haute température, le béton ne tient pas, alors que la terre tient très bien. Nous sommes dans un pays à haute température où le soleil se lève tous les jours. Donc il est complètement absurde de faire une coque en béton en plein soleil. C'est en ce sens qu'on ne fait jamais un four en béton. Les gens font toujours des fours en terre, dans les villages comme en ville. Si vous faites un four en béton, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez cuire le pain une fois, mais vous ne pourrez pas le manger. Et nos maisons sont comme des fours au soleil, et nous sommes mal cuits. Nous sommes mal cuits parce que ça a des répercussions sur nos factures pharmaceutiques. Parce qu'on ne se sent pas bien, on n'est pas à l'aise. Alors que quand vous êtes dans un truc en terre, vous dormez bien, vous êtes toujours joyeux, vous n'avez pas quand il fait chaud, vous êtes à l'aise. Quand il fait trop chaud, vous avez les terrasses comme dans les Tata Sumba. On peut tirer de toute cette tradition des valeurs à ressusciter avec les mêmes matériaux qu'utilisaient nos ancêtres pour construire un environnement qui réponde aux besoins du 3e millénaire. Alors, monsieur Renaud, décarboniser nos bâtiments, c'est aussi décarboniser aussi l'architecture. Vous êtes architecte. Et quand on veut construire, c'est toujours vers vous qu'on va. Est-ce qu'à votre niveau déjà, beaucoup réfléchissent comme vous pour dire, mais pourquoi ne pas revenir à ces meilleures pratiques, à ces bonnes pratiques de construction? Beaucoup veulent réfléchir comme nous aujourd'hui parce que c'est une contrainte mondiale. Mais moi, j'ai toujours réfléchi comme ça. J'ai toujours réfléchi pour voir comment on peut se servir de ce qu'on a nous-mêmes pour trouver ce qu'on cherche, au lieu de copier et de venir coller. Beaucoup d'architectes copient et collent. Ça marche pour certains, très bien même. Parce que c'est la mode. Oui, mais nous ne sommes pas inscrits dans cette vision. Nous avons toujours voulu créer à partir de nos ressources. Le comptons d'abord sur nos propres forces, que le président Mathieu Kérékou a promotionné dans notre pays et resté quelque part en nous, gravé en lettres d'or, pour chercher toujours des solutions au lieu de se plaindre. Donc nous avons toujours construit avec ces matériaux-là. Quel que soit Alpha, quel que soit là où on se retrouve, il y a des matériaux locaux qui peuvent permettre de construire des habitants sains aux populations. Le fait de ne pas transporter les matériaux sur une longue distance permet de faire chuter le coût de la construction. Maintenant, dans les processus de construction, avant, pendant la construction et après la construction, nous développons des stratégies qui permettent de minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pendant la production des matériaux, il faut trouver des processus. C'est pour ça que nous sommes pour des structures qui compressent la terre pour les murs. On peut faire cuire la terre, l'argile, pour les toitures, parce qu'il faut qu'elles soient étanches. Et en fondation, nous mettons des pierres, ce qui nous permet de nous dégager un peu du carbone cimenté. Donc, on arrive à produire des bâtiments qui ont des empreintes carbone vraiment très basses. Et maintenant, à l'utilisation, votre climatiseur, il est mis au vraiment. Vous n'avez pas besoin de climatiseur, si j'ose dire. Et puis, à la maintenance, vous avez des systèmes de décoration, de ventilation qui vous permettent de minimiser vraiment les coûts de maintenance. Voilà un peu ce que nous avons développé et ce système marche très bien. Dans tous les pays africains, il a été expérimenté, ça marche. Au Bénin aussi, ça marche. Et il faut de grosses opérations avec une vision politique très claire pour que dans les 77 communes du Bénin, on puisse lancer des carrières pour que les jeunes se mettent au travail et que ça devienne un sport national pour reconstruire le pays en un clin d'œil. Oui, un sport national, vous l'avez dit. Je me rappelle lors de la première diffusion de cet élément tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, mais nous qui avons déjà construit en béton, est-ce que c'est possible qu'on puisse corriger quelque chose? Oui, dans le bâtiment, on peut toujours corriger. Il n'y a rien qui soit définitif, incorrigible dans le bâtiment. On peut toujours corriger. Non, si le bâtiment n'a pas de bonne fondation, c'est compliqué. Si le bâtiment tient bien et que c'est une façade qui est surchauffée,
On peut doubler cette façade avec un mur en terre. Okay. On peut faire des écrans végétaux qui permettent d'empêcher l'ensoleillement direct pour diminuer un peu l'impact environnemental sur votre bâtiment. On peut toujours corriger. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Léoba Joseph. Vous êtes architecte, vous êtes aussi expert en durabilité des matériaux. Avec vous, on a parlé un peu de l'importance des matériaux locaux. Il faut qu'on revienne à ces bonnes pratiques, à ces anciennes pratiques qui nous ont toujours protégés. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, les journalistes. Merci à l'OATB et que tout le pays se mette... SRTB. SRTB, oui, voilà. SRTB. Et vous êtes sur Bénin TV. Et nous sommes sur Bénin TV. Vraiment, les choses changent au Bénin à une vitesse grand V. Nous sommes heureux de voir tous ces accomplissements et nous sommes là pour suivre le mouvement pour que le Bénin se redynamise et se décarbone. Merci beaucoup à vous. Il y a un téléspectateur qui m'a envoyé un message qui dit qu'il a du plaisir à vous écouter, qui prend énormément de plaisir à vous écouter et que vous exprimez très bien. Ça, c'est quelqu'un qui est tatillon sur la langue qui me l'a dit. Et en réponse à cette personne, je voudrais rendre hommage à ma mère, Elisha Adel Huenou, qui était institutrice. Donc, elle a tout fait. C'est enfant d'instituteur, William, ça ne ment pas. Comme le disent les Ivoiriens. Je récitais mes leçons. Ça ne ment pas comme maman de Eman. C'est bien ça. Pas du tout. À 2 ans, il fallait déjà apprendre ses leçons. Ouais. Donc, ça s'est bien passé avec elle. Que la terre lui soit légère. Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas la chance d'avoir des mamans institutrices, mais à toi, celles qu'on a eues, quand même, elles ont beaucoup aidé en tout cas. Il y en a un dans cette maison, aujourd'hui directeur de la radio nationale, Radio Bénin, fils d'enseignant aussi. Oui. C'est dans des appelez son nom, c'est Yayaka. Ça sert à quelque chose d'avoir des parents enseignants. Enseignants, c'est vrai. Allez, merci. Est-ce que Alain n'a pas un parent enseignant par hasard? Oui, je crois, oui. Voilà. C'est vrai, Alain aussi, Alain Tosno. En tout cas, il nous le dira tout à l'heure. Le temps pour nous d'installer le plateau qui suit, c'est le forum de discussion. C'est presque la continuité de ce que nous sommes en train de dire, mais on parle plus de recyclage. Comment passer du tout jeté au tout réparé? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. À tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. En quelques dizaines d'années, la durée de vie des objets a raccourci, la mondialisation et la grande distribution ont multiplié les flux de matières, plastique, textile, papier. Nos quantités de déchets ont explosé de partout. La solution serait le recyclage. Oui, c'est un oui péremptoire pour les activistes écologiques. Plusieurs initiatives à petite échelle existent, mais ça manque la plupart du temps d'accompagnement. Vous verrez par exemple comment certaines personnes arrivent à recycler les déchets textiles ici, chez nous. Ce sont des initiatives inspirantes qu'on partage avec vous dans ce forum de discussion autour de la table. Ils nous ont rejoint. Alain Tosno, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation, le fils de l'enseignant qui a grandi à Kouandé, non loin de l'église catholique, et qui allait cueillir du manguier, de la mangue. J'en ai à la maison. J'ai planté des manguiers à la maison. D'accord. J'avais pas besoin d'aller marauder. Et les manguiers de l'église catholique de Kouandé, c'est ça, non? Oui, bien sûr. Il y en a plein dans la paroisse. Vous avez fait un tour à nouveau récemment? Oui, ça fait en fin d'année 2024. C'est pas mal du tout. Monsieur Sabo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Sur 5 sur 7 matin, ça fait un moment qu'on ne nous a pas eu par ici. Pas grave. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le forum de discussion, je nous propose de voir ce reportage réalisé par Fallon Kisezounon. Elle nous parle de comment les déchets textiles sont recyclés aujourd'hui, principalement dans le secteur de l'artisanat. Regardez. Moïse est un des anciens de cet atelier de couture. Chaque jour ici, une importante quantité de tissu est utilisée pour la confection de vêtements. Dans ce processus, la plupart des chutes issues de la découpe deviennent des déchets. On a coupé et le coupon déchet là, on met ça quelque part. Au sein de certaines structures, ces bouts de linge, déchets encombrants et embarrassants, sont brûlés, nous confie Moïse. Si on ne veut pas donner l'argent qui prend là, c'est eux qui brûlent. Pourtant, ces déchets constituent une matière première prisée pour d'autres artisans.
Nous sommes ici au marché des arts de Cotonou. Dans cet espace conçu et aménagé pour la promotion de l'artisanat local, plusieurs objets sont fabriqués à base des chutes collectées ça et là dans des ateliers. On fait la carte d'Afrique avec, c'est très beau. Quand on fait les paysages ou bien les motifs africains, là, les femmes qui vont prendre de l'eau au marché, tout ça là, ça marche. Avec ce genre de choses maintenant, nous essayons de contribuer à la réduction de l'utilisation du bois. Malgré ces initiatives, la gestion des déchets textiles demeure un grand enjeu de salubrité publique. Bien souvent, c'est la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, qui s'occupe du service après-vente. Pour ce qui est du peu qui reste, nos stylistes, nos couturières, ils les mélangent avec nos DSM. C'est minime, c'est pas beaucoup. Ils les mélangent avec des DSM et quand nous on vient récupérer, on récupère ça comme un DSM, on le traite comme des déchets solides mélangés. Ça suit le cycle normal du traitement des déchets solides mélangés. Pour une bonne gestion de ces déchets, je dirais aux stylistes, aux tailleurs, aux couturières, de ne plus mélanger les déchets avec les déchets solides mélangés. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'industrie du textile est responsable d'entre 2 à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde chaque année. Des chiffres alarmants qui poussent à développer d'autres méthodes de recyclage pour non seulement soulager des artisans comme Moïse, mais aussi pour sauver la planète. Sauver la planète passe forcément, nécessairement, sans doute par le recyclage. Comment passer du tout jeté au tout réparé? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui sur 5 sur 7 matin. William Tchouki, on parle de recyclage forcément. C'est un sujet qui vous parle? Ouais, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, je dirais. Alors, recyclage aujourd'hui, le reportage de Fallon porte sur les déchets textiles. Ouais. On sait que ce n'est pas que ça, même si ça représente aujourd'hui, on va dire, un grand flux de déchets, parce qu'à côté de ce que les couturiers, stylistes et autres, on va dire des déchets issus de la découpe chez les stylistes et autres, il y a également la friperie qui constitue un gros enjeu en termes de gestion des déchets. J'ai oublié un peu les statistiques, sinon j'allais vous donner quelques précisions par rapport à la quantité. Quand on, par exemple, tout à l'heure, je parlais des bâtiments, on a dit que 40% d'émissions de gaz à effet proviennent des bâtiments. C'est aussi pareil aussi au niveau du textile. On parle de 2 à 8% voilà. Des déchets, enfin des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de l'industrie du textile. Alors, comme pour montrer que c'est aussi très important. Alors, parce que vous savez, toi et moi, ce matin, on est venus, on a changé d'habit. Demain, c'est sûr, on ne portera pas le même habit. Donc, c'est pour montrer que tous, autant que nous sommes, nous portons chaque jour d'habit, nous changeons d'habit. On a besoin quand même de s'habiller. Cela montre un peu l'importance de ce que nous avons comme habit dans nos maisons. Alors, moi, je dirais beaucoup plus, est-ce que l'industrie des textiles doit chercher à réutiliser ce que nous avons comme habit par le passé? C'est peut-être des méthodes qu'on peut chercher à avoir, à comprendre. Si j'ai fini de porter cet habit peut-être pendant 3 ans, est-ce que je retourne ça vers une autre industrie pour voir un peu si je peux revenir le chercher au lieu d'acheter encore un truc neuf? Alors, Alain, il y a ce que les activistes écolos désignent aujourd'hui par la fast fashion, c'est-à-dire avec la mondialisation, avec le flux de personnes et de demandes, les grandes industries de textile et surtout de la mode ont développé une forme de mode de fashion, de confection de vêtements à cycle court, donc qui ne tiennent pas sur la durée. Vous êtes obligé de consommer. Il y a une surconsommation parce que ce qu'on vous propose n'est pas de très bonne qualité. Finalement, au bout d'1 mois ou 2, on jette et tout ça devient des déchets. Ouais. Non, ce n'est pas que au niveau du textile, des gens de la mode. En fait, nous sommes maintenant à l'ère de la société de la consommation et on fait tout pour que vous puissiez donc consommer. Et donc, plus vous consommez, plus vous produisez donc des déchets. Or,
c'est quoi? Si nous voulons vraiment... Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, en principe, on devrait d'abord réduire la consommation. Si nous voulons vraiment faire face à la problématique de la gestion des déchets, c'est d'abord de réduire. Est-ce que véritablement, tout ce que nous consommons, on en a vraiment besoin? Chacun devrait se poser la question. Parce que ce qu'on constate, c'est que les gens, ils achètent des choses alors qu'ils n'en ont véritablement pas besoin. Donc d'abord, ça commence, il faut réduire. En principe, après, c'est la réutilisation. Donc maintenant, si l'industrie de la mode vous propose des choses que vous ne pouvez pas réutiliser, tout à l'heure, vous avez indexé la friperie, mais la friperie permet la réutilisation. Et on devrait encourager cela. Je pense qu'aujourd'hui... Si on prend un pays comme le Ghana, qui est le premier, en Afrique de l'Ouest, qui est le premier importateur de friperie, il y a eu ce documentaire qui a été réalisé qui montre le désastre écologique que cela crée oui, parce qu'on n'a pas développé une filière qui permet donc d'abord de suivre. C'est une filière. Quel est l'avenir de ces déchets lorsqu'il arrive à un moment donné où on ne peut plus l'utiliser? En fait, c'est ça. Ça finit où? Ça finit où? On sait très bien dans les plans et nos cours d'eau, ce n'est jamais déchet. 90% des déchets dans les pays à faible revenu sont mal gérés. Donc, le problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, et il n'y a pas que, on indexe l'industrie du textile, mais il y a les déchets liquides. C'est aussi près de 80 à 90% des eaux usées ne sont jamais traitées. Ça, c'est aussi les déchets. Et si on vient au niveau du papier, si on vient au niveau des verres, alors que le verre, on peut l'utiliser par exemple à l'infini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs du vin. Mon ami William en fait partie. Mais toutes ces bouteilles de vin, on devrait organiser, on peut les recycler, mais on ne le fait pas. Ces bouteilles de vin, vous les retrouvez un peu partout dans les tas d'ordures, ça finit, alors qu'on peut recycler. Et ça peut générer un certain nombre donc, comme on appelle, d'emplois verts. Et il y a aussi les déchets organiques qui finalement aussi ne sont pas du tout traités. Parce que pour bien gérer un déchet, c'est d'abord le tri. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Il faut faire le tri. Si on doit recycler, la première des choses, le préalable, c'est le tri. On n'en est pas encore là. D'accord. Alors, Monsieur Sabo, on se rend compte aujourd'hui qu'en termes de recyclage des déchets, la plupart des initiatives qui existent est dans le monde de l'artisanat. On a vu, par exemple, sur les images que le reportage de Fallon, que nous avons diffusé il y a peu, que dans l'industrie textile, les déchets deviennent des objets d'art, donc grâce à la dextérité de ces artisans qui fabriquent des objets. Il y a d'autres initiatives aussi, un recyclage de pneus par exemple, pour en faire des meubles. Ça existe, ces initiatives, mais la plupart de ces personnes qui s'y consacrent, ce sont des artisans. Il n'y a pas eu vraiment une filière organisée pour le recyclage des déchets. Pourquoi? C'est un peu dommage, quoi. On n'en a aucune foi. Les décideurs du Bénin n'ont aucune foi à ça. On n'est pas éduqué à cela. J'ai dit, l'éducation de base ne donne aucune priorité à cette affaire-là. Deux, ceux qui nous gouvernent n'en ont aucune conscience. Il faut féliciter les artisans. C'est ça que j'ai écrit ici. Les artisans, là. Toutes les ferrailles que vous avez au départ, c'est eux. Et on va dire, ils sont fous. Je félicite ici notre grand frère Razoumé. Il a déporté d'ici jusqu'en Europe. Et on a de la considération pour lui à travers ça. Mais dans nos écoles, lorsqu'on parle d'apprentissage, l'élève, l'écolier, à la base, on est en train de le formater à un produit de demain. Il doit être un produit complet demain. Comment on lui fait ça? Personne ne fait ça à l'école. Vous allez voir du n'importe quoi à l'école qui n'a aucune ressemblance à leur réalité. Quel type d'homme formons-nous comme ça pour le développement de demain? C'est ça les histoires. On n'a pas de priorité pour ça. Moi, vous avez dit, je suis désolé. Alain a tout dit. Mais il y a des aspects qu'il n'a pas abordés. Le lit dans lequel nous dormons, aujourd'hui, la plupart, ça vient de là-bas. Le matelas, tout sale, c'est de là-bas. Les sous-vêtements, c'est de là-bas. Il y a des structures locales qui... Mais comment on recycle ça? Est-ce qu'on a... Ceux qui admettent ces produits-là dans notre pays, là,
Est-ce qu'ils savent que nous en avons vraiment besoin? Aujourd'hui, là, nous avons des textiles, des usines de textiles qui ont carrément fermé, qui faisaient notre fierté avant et qui ne coûtaient rien du tout. On a tout fermé parce que Friperie est passé par là. Mais aujourd'hui, on est en train de relancer la production. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. On devrait comprendre depuis. Il faut déjà saluer la volonté politique, non? Ah, comment? Afficher à travers des initiatives. Les rois qui étaient là, on a amené 26 objets à titre symbolique hier, ici, il y a quelques années. J'ai dit, c'est des objets de 200 ans qui ont gardé leur intégrité. Ils ont gardé leur... ils ont tout gardé. Ces bois-là étaient plantés par qui? Comment ont-ils pu identifier de telles essences qui ont duré dans le temps? À qui on transmet ça? Ceux à qui on a montré ces objets-là et qui ont vu seulement là. Quelle perspective ont-ils eu de la suite? Est-ce qu'on peut retrouver ces gens-là avec leur gène qui ont pu imaginer ces essences-là sont où? Comment les a-t-on cultivées? C'est des choses qui sont pour nous et qui sont de notre identité. Lorsque tu amènes des ustensiles de cuisine dans nos maisons, allez à Assé, vous allez voir des jarres. Et c'est des femmes qui n'ont été dans aucune école de l'étranger. Elles ont l'art. Comment formuler ça? Quelle terre? Comment on doit faire tout ça? Et les jarres sont là et tout le monde passe par là. Personne ne cherche ça. Vous allez dans les réceptions officielles, vous n'allez jamais trouver des assiettes qui font de la fierté. C'est-à-dire que quelqu'un vient ici, il peut être un président de la République, tu lui sers à manger dans ces assiettes-là qui sont de chez nous. Ça a commencé par changer, non, monsieur Sabo? Non. Il y a quand même aujourd'hui... je ne dis pas que ça... C'est pas de ça que je parle. Il y a de plus en plus... Non, c'est pas... Je parle de la conscience... Il y a de plus en plus une prise de conscience. Je parle de la conscience publique, la conscience générale. Je ne parle pas d'une catégorie. Même si nous avons... Tout changement provient d'une... Si nous avons des... Allez-y dans les écoles aujourd'hui. Il faut toucher les choses. Parce que lorsque vous ne les touchez pas, vous croyez que les gens le savent. Mais il y a aussi une question d'économie. Mais si vous allez dans les... C'est aussi un problème économique. Mais... Les assiettes dont vous parlez ne sont pas forcément à portée de prix. Non, mais si tout le monde le fait. Alors, lorsque monsieur a parlé tout à l'heure, vous lui avez demandé pour qu'est-ce qui fait la réticence que les gens n'aillent pas vers les... C'est le prix. Parce que ceux qui le font ne sont pas nombreux. On n'a pas réussi à mettre ça à échelle. C'est ça le problème, n'est-ce pas? D'accord. Et les matières premières ne sont pas disponibles comme ça. Il faut aller dépenser beaucoup pour trouver. C'est-à-dire qu'on ne les aide pas, on ne les appuie pas. Comment on peut mettre ça à échelle? C'est ça mon cri. Je finis pour dire, dans les écoles, les cantines scolaires, allez voir les assiettes dans lesquelles les gens mangent aujourd'hui. Si on est assez là, on doit manger dans les plastiques. Si on est assez, alors que les parents de ces enfants sont assez. On va demander aux parents doter les enfants de vos assiettes que vous fabriquez vous-même là. Qu'ils amènent ça à l'école. Pourquoi on regarde ça? Quand même. Il y a risque que les assiettes puissent se briser. Oh, d'ailleurs. Ce sont des paramètres qu'il faut prendre en considération. Oui, bon, voilà. Il y a les pensionnels quand même qui sont vendus très cher. Alors, monsieur Huenou, dites-nous, est-ce qu'il serait superflu aujourd'hui de mettre en place une unité de recyclage? Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Amégan. Je vais rebondir sur ce que disait mon voisin de gauche, monsieur Sabo, pour dire que les assiettes ne coûtent rien. Moi, je ne mange que dans ces assiettes. Je ne bois que dans ces assiettes, dans une maison en terre. Et ça ne coûte rien. Ça ne se casse pas. Je n'en ai pas encore cassé depuis que je suis rentré. Bon, c'est moi qui n'ai pas encore des enfants. Si, j'ai des enfants, mais comme ça ne coûte rien. C'est recyclable. Même si c'est cassé, ce sont des assiettes recyclables. Donc, on peut remettre ça encore dans le circuit. Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que chaque pays devrait gérer ses déchets. Et l'importation de friperies va étouffer notre industrie naissante de transformation du coton. Le Bénin se glorifie bien de tout ce qui se passe à Glodjibé. Et si on n'arrête pas l'importation de la friperie, non seulement on va importer des maladies à travers ces vêtements usagés. Incurables, il faut dire ça. Des maladies incurables, donc. Mais on va aussi importer la pauvreté. Et on finira par fermer nos industries qui sont vraiment des prouesses gouvernementales. Il faut vraiment regarder tout cela de très près. Le recyclage, c'est toute une industrie. Dans le recyclage, la réutilisation,
et la réparation. Et je pense que nos conditions économiques contraignent une bonne partie de la population à récupérer des bouteilles en plastique dans la ville. Moi, ces bouteilles en plastique, quand je les remplis de sable, j'en fais des briques pour construire. Les bouteilles de vin, on peut en faire des briques en les remplissant de sable. Le sable, je n'ai pas parlé d'argile. Hein. Je prends le sable de la plage, je remplis les bouteilles, je les ferme et j'enferme les bouteilles dans un mur pendant au moins 1000 ans. Voilà une construction qui n'a pas eu besoin d'argile, mais qui a eu besoin de sable et de bouteilles recyclées. On peut tout recycler. Les semences paysannes peuvent être conservées dans ces bouteilles-là pendant des années sans aucune détérioration. Voilà, c'est ça. On peut aller jusqu'à fabriquer des frigos traditionnels en doublant les jarres. Vous mettez vos tomates dans une jarre, vous mettez une autre jarre à côté, vous mettez de l'eau entre les deux jarres. Les tomates seront conservées pendant plusieurs semaines sans se gâter. Donc, il y a ça que la nature nous donne, que nous devons redécouvrir. Dans le recyclage, il y a les pneus, il y a les fûts vides, il y a beaucoup. Tout est à recycler, sinon, l'ordure produite qui n'est pas recyclée devient un poison pour l'humanité. Donc, il faut recycler. Et la meilleure ordure, c'est celle qu'on n'a pas produite. Ouais. D'accord. Alors, William, est-ce qu'on a été formaté pour le recyclage? Déjà, en termes enfin, on appelle ça... l'expression ne me vient pas. Mais bon, on fait de petites choses à la maison. Aller réparer... Des gestes. Pardon, les petits gestes du quotidien à la maison. Bricolage. Le bricolage. Ouais. En termes de bricolage, on n'est pas forcément les champions. Même pour mettre un clou dans le mur, on appelle le menuisier. Pour juste enlever les détritus de l'évier, on appelle le plombier. Alors que ce sont des gestes du quotidien qu'on aurait pu nous apprendre, qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Ce comportement, justement, est-ce que ça ne nous suit pas dans notre façon de percevoir les déchets, de faire du recyclage? Parce que qui fait du bricolage est sans doute prédestiné à quand même faire du recyclage. Alors, je vais aller un peu contre ce que vous pensez là, quoi. Parce que je me rappelle quand on était petit, on fabriquait les voitures avec les bouteilles de... Les boîtes de conserve. Conserve. Les restes de boîtes de conserve. Oui. Donc, on fabriquait même des tam-tams avec... Exactement. Donc, cela voudrait dire que le bricolage, on l'avait en nous, justement. Mais à un moment donné, on l'a laissé. Et pourquoi? Parce que, en temps, les jouets ont inondé le marché. Et on a tout laissé. Alors, je voudrais aborder un aspect très important qu'on a ignoré. C'est par rapport au tri. Vous savez, si on était habitué à faire le tri, on serait encore plus à même à faire le bricolage. Parce que souvent, quand nous ramassons nos déchets, nous mettons tout dans la même poubelle. Alors, si on essayait de mettre de côté les sachets, les verres, les ferrailles et puis les produits organiques, on se disait, voilà, je mets ça de côté, que je pourrais peut-être l'utiliser pour faire le jardinage à côté, ou du moins, c'est pas moi, faire autre chose. C'est sûr qu'on aurait plus développé cet esprit de recyclage. Donc, cela a manqué à nous. Quand vous êtes devant chaque maison, quand on finit le matin de balayer, on verse tout dans la poubelle. Et c'est peut-être des gens qui sont à la recherche de bouteilles, de ferraille, qui viennent chercher. Et puis après, le reste est laissé là. Quand les gens de la AGDS viennent, eux aussi, ils prennent tout et puis ils déversent, ils partent. S'il n'y a pas un temps des coqs qui viennent foutre le bordel. Donc, c'est parce que déjà, à l'origine, à la maison, on ne fait pas le tri, qu'aujourd'hui, on n'a pas pu développer cet esprit de bricolage, de pouvoir réutiliser les objets que nous avons. Alors, Alain, si vous permettez, M. Sagbo, Alain, est-ce qu'on n'a pas besoin de champions aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas besoin de fabriquer des champions qui montrent l'exemple? Est-ce que ce n'est pas à travers ça qu'on pourra vraiment inculquer le recyclage aux populations? Non, on a déjà eu des champions. Il y a une championne qui a été célébrée aux Nations Unies grâce d'Otou. Vous avez vu, elle a aujourd'hui, quand vous voyez les femmes Gouroto qui se promènent, c'est grâce à elle. Parce que le plastique, seulement 9% donc, des matières plastiques sont recyclées dans le monde. Et vous voyez comment nous sommes envahis par aujourd'hui les plastiques. On ne sait plus qu'est-ce qu'on a fait. Mais elle a développé ça. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce qu'on a accompagné ça? Après elle, est-ce qu'on a essayé d'organiser toute la filière autour des plastiques? On n'a pas organisé ça.
Et c'est resté comme ça. Tout à l'heure, il parlait de recyclage. Mais à l'école, on peut tout. À l'école, on peut tout apprendre à l'enfant. Et quand il va grandir avec, c'est fini. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à l'école, c'est quoi? C'est que aussi, nous n'avons qu'une seule poubelle. Là où il y en a. Sinon, il y a des écoles encore, c'est derrière la salle de classe qu'on rejette tout. Or, à l'école, déjà, on peut apprendre le tri aux enfants. Imaginez les restes de repas à l'école. Moi, j'ai vu ailleurs où on apprend les enfants déjà à fabriquer le compost à l'école. Avec quoi? Vous avez donc les restes de repas qui sont là. Vous avez des feuilles qui tombent, enfin, pour les écoles qui ont des arbres. Et les ordures ramassées chaque matin. Avec ça, on apprend déjà aux enfants à faire le compostage. Mais l'enfant qui grandit avec et qui se retrouve dans une administration, voilà, il va encourager cela. Le papier, dans nos administrations, aujourd'hui, on ne recycle pas le papier. Quand vous voyez dans les poubelles, devant les ministères, dans les administrations locales et autres, les poubelles sont remplies de papier. Mais on ne recycle pas ça. Pourquoi on en est encore là? Même aujourd'hui avec la SGDS, on ne va pas faire 10 ans sans faire le tri. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, les éboueurs, on ne pense pas à eux suffisamment. Parce qu'ils se retrouvent avec un mélange de déchets, alors qu'en principe, quand on fait le tri, ça leur permet de ne pas s'exposer à tous les risques qu'il y a autour. Parce qu'aujourd'hui, quand je les vois en train de renverser à chaque fois, donc ces poubelles remplies de tout, parce qu'on mélange tout. Alors que dedans, mais imaginez les restaurants, dans les hôtels, les restes d'aliments. Mais c'est une mine d'or pour fabriquer du compost. Moi, j'ai vu ailleurs, on organise des jeunes qui parcourent les restaurants et les hôtels, qui prennent les restes d'aliments, qui fabriquent leur compost et qui revendent aux maraîchers. Pourquoi on ne développe pas ça? Et quand vous voyez un peu, on a dit, vous voyez tous les déchets qu'on ramasse dans la ville de Cotonou et ailleurs. Mais la moitié pratiquement, c'est des déchets organiques avec du sable. Mais on ne peut pas aller tout enfouir à la décharge. On doit réduire la mise en décharge. Si tant est qu'on veut véritablement donc, promouvoir donc, le recyclage et donner une seconde vie. La dernière fois, on a parlé des déchets électroniques et électriques. Mais les ordinateurs qui finissent dans les administrations, qu'est-ce qu'ils deviennent? On peut créer une recyclerie. Il y a des matières dedans qui sont très toxiques et autres. Il y a des matières dedans que l'on peut extraire et dont on a encore besoin. Mais on peut organiser des jeunes autour d'une recyclerie qui vont faire cela. Mais il y a tellement... Ce n'est pas qu'on fait le recyclage seulement pour contribuer à protéger l'environnement, mais l'économie. On peut développer une économie avec justement, cela, créer des emplois verts. Je m'en vais demander à M. Sabo, en termes d'économie verte et d'emplois verts aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe au Bénin? Est-ce qu'on est suffisamment déjà engagé sur ce chemin? On n'est pas du tout là-bas. Parce que il y a vous avez parlé de champions, et elle a dit grâce d'autres. J'ajoute les femmes qui sont sur nos lacs, pour qui la jacinthe d'eau était une catastrophe. J'allais parler de Henri Totti aussi, je vais ONG qui... Et les femmes qui sont sur l'eau, parce que c'est les femmes qui font les articles, c'est les femmes que moi je connais, qui font les articles là-bas. Elles font les bâcons, là, les bouteilles, les sacs, les tout. Mais si l'économie doit prospérer au niveau local, est-ce que la commune de... On l'a souvent dit ici, la commune de Sémékodi n'a pas vu ces femmes-là. Moi, je suis en contact avec elle tout le temps. À Soava aussi. À Soava aussi, sur l'eau. Et on a vu ça. Nos enfants vont à l'école tous les ans avec des sacs qui viennent d'un autre pays étranger et dont nos derniers vont enrichir cette économie-là. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? C'est des champions. Elles savent tout faire. On décide seulement pour dire, cette année-là, au cours de cette campagne, de cette rentrée, nous mettons un petit budget à leur disposition pour que nos enfants, nos écoliers, puissent avoir des sacs dont nous définissons le modèle, on leur remet, et elles vont faire des miracles. Ça existe ici. Nos ministères sont là et voient. Est-ce que nous allons continuer à faire ça? Ensuite, on est ici, on vient de parler de l'émission qui nous a suivis, le monsieur nous a parlé. Moi, je parle des bâtiments. Dans nos bâtiments, là, c'est-à-dire que nous avons la paille qui n'est pas valorisée. Le bambou a une durée de vie extraordinaire.
il vit dans l'eau sans mutilation. C'est-à-dire qu'il y a tout ici. On n'a pas décidé de la promotion de la culture de bambou dans notre pays. Alors que nous avons des zones humides ici qui répondent à tout ça. Mais on ne fait rien ça. Lorsque aujourd'hui, vous allez voir, vous avez dit il n'y a pas de compétences pour faire les bâtiments en bambou. Allez dans les villages. Je ne vais pas parler de compétences. Bon. Je ne me souviens pas en avoir parlé. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a formé moi j'ai entendu ça, des ressources humaines pour le faire. Moi, tout le temps que moi j'ai vécu au village, je suis allé au Cameroun il y a seulement 1 mois. Et j'ai vu à Yaoundé, c'est-à-dire qu'une grande villa, j'ai revu ce qui se passait dans la cour d'Abomey là-bas. Et pour eux, c'est une innovation. J'ai dit, mais vous n'avez rien fait ici. Venez à Bobé pour voir, même dans les habitations vulgaires de chez nous, là. C'est comme ça, on fait. Les cases rondes, c'est ça. Et ils sont fiers de ça. Il y a la matière première, il y a tout, il y a les ressources. Mais nous les prenons comme des gens qui ne connaissent rien. Pour nous, là, c'est eux là. On parle de la journée de l'architecture. Je voulais lui poser la question. Mais vous n'allez jamais voir ces gens-là faire la production de bâtiment de Ouida, 200 ans. Ils sont là. Porto-Novo, même chose. Vous allez à Ouida, dans les villages, là, les gros murs, là, c'est ça. Mais on dit ça là. Et c'est-à-dire on dit ça. Là, vous êtes en train de faire de l'extrapolation. Non, c'est ça. On va revenir sur le sujet du recyclage. Les terres de bar. Mais on va valoriser la terre de bar pour qu'elle ne soit plus considérée comme, c'est-à-dire un matériau, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur. D'accord. C'est ce que je dis. Ensuite, si nous continuons de laisser nos frontières ouvertes à tout ce que j'ai dit ici, vous connaissez ce qu'on appelle accord. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? Qui est comme un matelas végétal. C'est un matelas végétal, fait avec des nervures de plantes qui se trouvent dans les plans d'eau. Et vous voyez, vous avez des gens ici, mais peut-être, je ne sais pas. Ouais. Mais attends, ça là, ce matelas là, et tu parles aussi des nattes. Vous voyez les gens dormir sur les nattes végétales encore? Si tu fais ça là, tu es paysan, tu es végétal. On n'a pas besoin de te voir ça. Monsieur Kouenou. Et vous voyez, regardez ça. Oui. C'est-à-dire que je vois dans une réunion, une grande réunion, de grandes réunions, vous voyez des Africains habillés uniquement en costume venus de l'autre pays. Mais je vois les pays comme le Sénégal, c'est le Mali, c'est-à-dire que la Guinée, qui sont dans le Burkina, dans le boubou. Le Ghana. On perd notre culture en faisant ce que nous faisons là. Ça ne marche pas. Votre cri de cœur est entendu. Alors on va terminer avec... Oui, ça. On va terminer avec... D'autres vous opposeront que ça ne vient pas d'ici. Alors on va terminer avec... on va terminer avec M. On va terminer avec M. Kouenou. On va terminer avec M. Kouenou, si vous permettez, parce qu'on a encore 30 secondes. Derrière, il y a Marcel aussi pour la revue de presse. Monsieur Kouenou, dites-moi justement comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour inculquer, on va dire, parce que c'est un état d'esprit qui doit être inculqué. L'éducation, c'est cela, dans les curricula de formation, créer, on va le dire, des modules recyclage à faire aux apprenants. Il faut revoir les systèmes, les programmes scolaires, à la base, pour que l'hygiène et la salubrité, qui sont les premiers pas vers le développement durable, deviennent des matières très importantes à l'école. L'hygiène et la salubrité. Pour revenir au traitement des déchets, je voudrais dire qu'il faut complètement bannir l'enfouissement. Parce que l'enfouissement, quel qu'il soit, finit par créer des dommages à l'environnement. On se débarrasse d'un problème pendant un temps, mais le problème n'est pas réglé. On le déplace. Oui, on le déplace. Et il faut éviter de déplacer les problèmes. Nous n'avons pas beaucoup parlé des déchets médicaux. Les déchets médicaux qui ont besoin... On peut les recycler aussi. Ah oui, mais il faut un traitement très spécial. Mais là, c'est encore plus compliqué. Avec les incinérateurs. Il faut vraiment... Les déchets sont des dangers permanents pour nous tous. Et en Afrique, on pense qu'on se débarrasse de quelque chose en jetant cette chose dans sa cour. C'est faux. Cette chose devient un moustique et revient vous donner la malaria. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Léobard Kouenou. Vous êtes architecte, expert en durabilité des matériaux. Merci, Monsieur Sabo. Merci, Alain. Merci, William Tchouki, pour ce débat quand même très, très intéressant et très
instructifs surtout. Vous passez, messieurs, une excellente journée du mardi. Je fais plaidoyer pour nos tatas. Merci. À côté de notre ami Lombard. Merci beaucoup, monsieur Sabou. Merci. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines secondes. Marcel Akhossi pour la revue de presse. Le journal des journaux que nous propose Marcel Akhossi à la une, les récentes sorties de Nicéphore Dieudonné Soglo. Tout à fait. Dans son édition de ce 1er avril, le journal Fraternité revient sur les récentes visites de l'ancien président Nicéphore Soglo à 3 infrastructures majeures du pays, la zone industrielle de Glo-Digbé, les logements sociaux de Ouedo et le centre hospitalier international de Calavi. Ces déplacements, loin d'être anodins, témoignent de son admiration pour les transformations engagées par le président Patrice Talon. Un regard positif sur l'industrialisation du Bénin. À la G10, Fraternité rapporte que Nicéphore Soglo a mesuré l'ampleur de ce projet structurant qui ambitionne de faire du Bénin un hub industriel majeur en Afrique de l'Ouest. Le journal souligne que l'ancien chef de l'État a salué la vision stratégique du gouvernement qui mise sur la transformation locale des matières premières pour réduire la dépendance aux exportations brutes. Ce modèle économique, insiste Fraternité, répond à une logique que Soglo avait lui-même défendue lorsqu'il était à la tête du Bénin. Dans les logements sociaux de Ouedo, l'ancien président a reconnu que cette initiative représente un tournant dans l'urbanisation planifiée du pays, évitant les erreurs du passé marquées par une croissance anarchique des villes. Enfin, à Calavi, l'ancien président s'est rendu au centre hospitalier international de Calavi, appelé CHIC, l'un des projets phares du gouvernement en matière de santé publique. Fraternité souligne que Soglo a constaté l'ambition du gouvernement de doter le Bénin d'infrastructures sanitaires de référence, réduisant ainsi la dépendance du pays aux soins à l'étranger. Toutefois, il a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux pour garantir une gestion efficace et une accessibilité équitable des soins à tous les citoyens. À travers ces visites, Fraternité estime que Nicéphore Soglo envoie un signal fort au-delà des rivalités politiques. Le développement du Bénin reste un objectif commun. Son appréciation des réalisations de Talon marque une posture d'ouverture et de reconnaissance qui met en avant la nécessité d'une continuité des politiques publiques pour assurer un progrès durable. Le journal suggère également que ces déplacements pourraient avoir une portée politique plus large en inscrivant Soglo dans une réflexion sur l'avenir économique et social du Bénin. Il pose ainsi, selon Fraternité, les bases d'un débat sur la pérennisation des réformes engagées et leur impact sur l'ensemble des citoyens du Bénin. Marcel Akhossi, à venir également dans un futur très proche, un autre mouvement au parti politique. Le journal L'Autre Vision met en lumière un événement politique marquant la création du parti Le Libéral à l'initiative du politologue et socio-économiste Richard Boni-Worou. Une implantation nationale dès le départ, L'Autre Vision insiste donc sur un fait marquant la représentativité nationale du parti dès sa création. Avec 1200 membres fondateurs issus des 77 communes du Bénin, Le Libéral se positionne comme une formation ancrée dans la réalité du pays et non comme un projet élitiste confiné aux grandes villes. Ce maillage territorial témoignera d'une démarche structurée visant à donner une voix à chaque citoyen, quelle que soit sa localité. Le journal souligne que le paysage politique béninois a longtemps été marqué par des partis opportunistes construits autour d'ambitions personnelles plus que de projets concrets. À l'inverse, L'Autre Vision voit dans Le Libéral une rupture avec cette logique. Le parti prône un véritable changement de paradigme où l'État garantit un cadre économique solide tout en donnant aux citoyens les moyens de leur autonomie et de leur réussite. Le congrès du 5 avril 2025 marquera donc, selon L'Autre Vision, un tournant majeur. Et puis pour finir en Guinée, une grâce présidentielle fait débat. Le journal Le Pays revient sur une décision qui secoue la Guinée, vous l'avez dit, la grâce présidentielle accordée à Moussa
Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya. L'ancien président de la transition condamné à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le cadre du procès du 28 septembre 2009 recouvre aujourd'hui la liberté après seulement 8 mois en détention. Un acte qui divise l'opinion selon le pays. Depuis le Burkina Faso, cette libération ne fait pas l'unanimité. Certains Guinéens applaudissent cette décision, y voyant un geste fort pour la réconciliation nationale après 13 ans d'exil pour l'ex-chef de la junte. Mais les victimes et leurs familles dénoncent une prime à l'impunité qui risque plutôt d'aggraver les tensions dans le pays. Le pays soulève une question cruciale. Mamadi Doumbouya a-t-il gracié Dadis Camara pour des raisons politiques? La Guinée se prépare à des élections censées marquer la fin de la transition et plusieurs observateurs y voient une manœuvre électoraliste. Le chef de la junte n'a jamais exclu sa propre candidature et pourrait chercher à s'attirer certains soutiens en posant un tel acte. Une décision aux conséquences incertaines. Traditionnellement, en cas de problème de santé, les détenus bénéficient d'une liberté provisoire pour aller se soigner sans que leur peine ne soit annulée. Or, ici, il ne s'agit pas d'un aménagement de peine, mais d'une grâce totale, ce qui renforce les suspicions autour des motivations réelles de Mamadi Doumbouya. En définitive, ce geste contribuera-t-il réellement à apaiser le climat politique en Guinée ou risque-t-il au contraire de fragiliser davantage la transition? Une chose est sûre, cette décision ne laisse personne indifférent. Merci beaucoup à vous, Marcel Rossi. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mardi, premier jour de ce nouveau mois d'avril. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier Tonon. Retrouvons-nous demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.